Il arrive à certains moments clés de notre vie que surgissent ce type de questions. Comment ai-je fait pour en arriver là? Quel est le sens de la trajectoire que j'ai tracée? Pourquoi celle-ci et pas une autre? Quel regard porter sur tout ce qui m'a inéluctablement amené à être la personne qui vit cet instant précis de son existence? La dernière fois que je me suis posé ces questions, j'étais habillé d'une combinaison intégrale de latex noir, le dos ruisselant de sueur. Si je transpirais autant, c'est que j'étais attaché à l'aide de grosses sangles en cuir, un radiateur mural chauffant à environ 30 degrés. Ma tête, elle, était enfermée dans un masque à gaz, ce qui ne faisait qu'accroître la possibilité dans un avenir plus ou moins proche d'une combustion quasi spontanée de ma personne. Le masque à gaz était relié à un énorme tuyau en caoutchouc à double usage. Dans un sens, j'avais la possibilité d'aspirer un peu d'air. Dans l'autre, un homme en uniforme de cuir noir pouvait lui souffler en direction de ma bouche et de mes narines des bouffées de fumée émanant d'un énorme cigare Churchill Bag numéro 7 sur lequel il s'appliquait à tirer longuement et puissamment. Ce n'était pas sa seule préoccupation. De temps à autre, il délaissait son cigare pour tapoter sur une télécommande qui lui permettait d'augmenter ou de diminuer le courant des électrodes qu'il avait auparavant installées sur mon pénis et mes testicules. Le fait que je payais ce monsieur quelques centaines d'euros pour mener à bien ce scénario ne faisait qu'ajouter au caractère pressant des questions qui se présentaient à moi, emmitouflé que j'étais dans ce nuage de fumée nauséabonde. Les réponses que j'ai pu apporter, vous les avez entre vos mains. Je ne sais pas si l'on peut tirer quelques conclusions de mes expériences. Je les donne en tout cas à titre de témoignage. J'ai écrit ce livre à l'aube de mes 50 ans comme si j'obéissais à une impérieuse nécessité. Parfois je me suis demandé si je voulais vraiment le publier. Il a fallu que j'attende d'en écrire les toutes dernières lignes pour comprendre pourquoi je n'avais pas le choix. Toi, tu rentres un soir du moulin normand que tu loues et tu retapes avec tes meilleurs amis. La vie te semble plus calme, mais plus sûre depuis que tu as touché le fond et depuis que tu as tout arrêté. Tu roules et dans le brouillard, tu vois un autostoppeur près de l'échangeur de Rocancourt. Il est mignon. Il a un t-shirt blanc, un jean et un sac. Tu hésites une demi-seconde. Tu t'arrêtes. Tu le prends. Vous parlez 10 minutes. Tu arrêtes à nouveau la voiture, quelque part sur la route, il te prend, il te baise, c'est génial, il est malade. Chopin. 400 personnes dans une église de Neuilly, son cercueil est recouvert de roses jaunes. Je me mets au premier rang, à gauche, loin du centre, histoire de ne pas embarrasser la famille assez bourgeoise. C'est son frère qui vient juste avant la messe me dire que ma place est au centre, à côté de sa mère. Le prêtre dit à un moment, je ne me souviens pas exactement quand, son ami Alex voudrait lire un poème. Et j'y vais et je me sens un peu mal à l'aise en lisant la prière de la sérénité devant ce parterre mélangé des AA et de NA, de ses autres amis, des nombreuses connaissances de sa famille dans ce quartier huppé de Neuilly. Je sais en revanche que c'est le texte qu'il aurait voulu et je pense qu'il aurait été content que ce soit moi qui le lise. Lorsque la messe est terminée, il faut passer devant le corps avec le goupillon. Je ne suis pas catholique. C'est bien la première fois qu'on me tend un objet pareil. Son frère est le premier à s'en servir et tout de suite après, il me le passe devant quelques 400 personnes. Je n'étais pas préparé du tout à ceci et j'en ai conclu qu'il s'agissait d'arroser le corps d'un maximum d'eau bénite. J'ai plongé donc l'outil dans le réceptacle et je me suis mis à l'asperger aussi énergiquement que possible, et ceci pendant un petit moment. Si bien que l'une de ses meilleures amies, témoin de la scène depuis le fond de l'église, m'a confié par la suite « Quand j'ai vu cela, je me suis dit « ça y est, le père Alex a disjoncté ». J'ai été l'un des porteurs de son cercueil et nous sommes tous allés au Père-Lachaise où nous l'avons installé dans le caveau familial. Il faisait très beau ce jour-là, ni trop chaud, ni trop froid. Et c'est ainsi, juste après, que l'on retourne seul dans les appartements et dans les chambres de ceux que l'on a vraiment aimés. Pendant quelques jours, j'ai dormi chez lui et je me suis régalé de l'instant où j'allais ouvrir la porte et renifler son odeur qui régnait toujours un peu dans les lieux. J'étais dans sa chambre, dans son appartement, et je regardais les photos de nous, de son chien au moulin, une époque qui semble presque surexposée dans ma mémoire et sur le papier brillant des clichés, tant les pommiers du jardin étaient d'un rose exubérant et l'herbe d'un vert apoplectique.
Je suis tombé aussi sur une image figée avec le kid qui se lance vers l'objectif, tous ses poils fixés frénétiquement dans un feu d'artifice, lui et moi gesticulant, hystériques, derrière. Puis sur un premier mot que j'ai dû lui envoyer, je ne sais plus pourquoi, peut-être après une dispute, mais où je disais que notre amour, c'est comme une nocturne de Chopin, dont toutes les notes sont loin d'être parfaites, mais qui devient sublime à cause de celui qui l'écoute.